Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au studio à Genève, mais nous sommes en extérieur à Neuchâtel. Et nous avons le plaisir de recevoir Martine Rebetté, climatologue, professeure à l'Université de Neuchâtel et à l'Institut fédéral de recherche WSL, autrice de nombreux livres, dont La Suisse se réchauffe, effet de serre et changement climatique, paru il y a un moment, vous allez nous le préciser, mais dont il y a eu une réédition, il me semble, en septembre 2022. Alors, Martine Rebetté, bonjour. Bonjour. Nous recevions la semaine dernière Pierre Kunz, qui nous parlait des 3 méchants de la qualité de l'air pour l'État de Genève, que sont les oxydes d'azote, les particules et l'ozone. Vous travaillez sur un tout autre type de méchant ou une série de méchants. On parle du CO2 ou des gaz à effet de serre. Quelle est la différence ? Alors, c'est pas des méchants en eux-mêmes, parce que respirer du CO2, dans les proportions dans lesquelles on peut les trouver dans l'atmosphère ou même dans lesquelles on pourra les trouver dans le futur, c'est pas du tout un problème, c'est pas un toxique. En fait, les effets en général sur l'humanité et sur la santé en particulier, ils sont indirects. Ils sont dans les conséquences du réchauffement que ces gaz occasionnent. D'accord. Donc c'est pas du tout la même nature. On est entouré de CO2 et pourtant. Voilà, alors c'est vrai que c'est un peu confondant parce que c'est aussi les moteurs thermiques qui vont être à l'origine à la fois des gaz à effet de serre et des polluants. Mais en termes de durée de vie, c'est complètement différent. Les polluants restent pour un temps court, ça peut être quelques mois tout au plus, et dès que l'atmosphère est entre guillemets nettoyée par le vent, par la pluie, l'air s'assainit. Tandis que les gaz à effet de serre, eux, c'est des molécules qui vont rester longtemps dans l'atmosphère et c'est bien pour ça qu'ils nous posent problème. Oui, l'ozone est aussi par ailleurs un gaz à effet de serre, mais dans la troposphère, il réside pas aussi longtemps. C'est pour ça qu'on le classe pas dans cette catégorie formelle des gaz à effet de serre d'origine humaine qui restent de l'ordre de plusieurs dizaines à plusieurs centaines, voire milliers d'années dans l'atmosphère. Justement, vous parlez d'une famille de gaz à effet de serre. Donc, on connaît bien le CO2. Vous avez parlé d'ozone. Quels sont peut-être les principaux, Oui, ceux qui nous les occupent ? gaz à effet de serre, formellement, ce qui nous préoccupe pour le réchauffement climatique, c'est le CO2 parce que c'est 2/3 de l'effet de serre qui est lié à ce gaz exactement. Et puis les autres, bien souvent, on les transforme en équivalent CO2 dans nos modèles pour évaluer leur potentiel la force de leur réchauffement dans l'atmosphère. Alors il y a une autre forme de carbone qui est le CH4, le méthane, et puis le N2O qui est aussi une forme protoxyde d'azote. qui se lie aussi à l'oxygène. C'est surtout les fertilisants de l'agriculture principalement, mais pas seulement. Et puis aussi tout ce qui est CFC, HFC. De ce côté, les CFC, on s'est rendu compte qu'ils détruisaient la couche d'ozone. Ça fait déjà longtemps qu'on sait ça. C'est la raison pour laquelle on les a interdits. Et ils ont été remplacés par les HFC qui, heureusement, et c'était vital, ne détruisent pas la couche d'ozone parce que sans la couche d'ozone, la vie n'est pas possible sur la Terre. Mais par contre, ces HFC sont de puissants gaz à effet de serre. Donc, ils nous posent aussi problème. Alors, les personnes qui nous écoutent principalement sont du monde de la santé. On comprend en vous écoutant que c'est pas tout à fait le même lien, puisqu'on n'est pas directement impacté du point de vue santé, par exemple par le CO2. Quel est le problème alors ? Est-ce que c'est une idée de temporalité ? En termes de santé, les problèmes sont multiples. En fait, les atteintes des changements climatiques à la santé, ça peut être à plusieurs échéances et de plusieurs ordres. Prenez par exemple, en fait, en discutant avec les médecins, nous nous sommes rendus compte que les principales atteintes à la santé dans le futur pour un pays comme le nôtre, ça va être dans le domaine psy. Et ça va être à la fois, c'est assez évident après des catastrophes naturelles que nous allons avoir, toutes les personnes qui n'ont
pas ou qui ont survécu à des atteintes physiques, qui n'ont peut-être pas été atteintes directement par une catastrophe naturelle, un éboulement, une lave torrentielle ou ce genre de choses. Mais lorsque vous avez une personne qui est atteinte, vous en avez un grand nombre qui ont été touchés par l'événement parce que c'est des membres de la famille, c'est des proches, ou parce que c'est des voisins, ou c'est des gens qui ont vu l'événement. Donc c'est des gens qui vont être atteints à très long terme par ce type d'événement. Donc c'est ce qu'on appelle les chocs post-traumatiques. Et puis on a aussi aujourd'hui la catégorie qu'on définit sous pré-traumatique. C'est la situation des gens d'aujourd'hui, de nous potentiellement qui vivons aujourd'hui, qui savons ce qui va se passer, mais avec un sentiment d'être extrêmement démunis par rapport aux possibilités d'action à cause de l'énorme inertie du problème et de toutes les forces contraires qui nous empêchent d'agir, tous les intérêts financiers en particulier des énergies fossiles. C'est ce qu'on appelle communément l'éco-anxiété en fait partie, n'est-ce pas, ce Voilà. pré-traumatique. Oui. D'accord. Et donc, vous parlez des aspects psychiques. Dans les aspects plus physiques, on a l'hyperthermie qu'on connaît depuis longtemps, notamment pour les personnes, les populations les plus fragiles. Oui, mais pas seulement. Donc là, c'est vraiment les situations caniculaires, en particulier dans les régions où il faisait pas si chaud auparavant. Prenez Neuchâtel, on n'a jamais tellement souffert de la chaleur jusqu'en 2003, où c'était vraiment la première année où on a eu un été qui était très, très surprenant. Donc là, on a certes les personnes vulnérables, les personnes âgées, mais on a toute la catégorie. En fait, on s'est rendu compte en analysant les atteintes à la santé, en termes vraiment de mortalité et pas seulement de morbidité, que les personnes entre 40 et 60 ans avaient été fortement impactées par la canicule de 2003. Donc c'est aussi une question de situation. Si vous travaillez dans un endroit qui ne peut pas être rafraîchi, vos nuits, vous récupérez pas parce qu'il fait trop chaud chez vous, et puis vous continuez et finalement vous avez une atteinte physique, souvent de type cardiovasculaire. Alors, Martine Rebetti, on a en face de nous des montagnes couvertes de neige, on a un lac par définition plein d'eau. On pourrait se dire, bon, finalement, la Suisse pourrait être relativement épargnée par rapport à d'autres pays. Et quand on lit le titre de votre livre, que je répète, La Suisse se réchauffe, on pourrait se dire qu'on n'est peut-être pas si à l'abri que ça. Alors la Suisse est particulièrement vulnérable de par son relief. Les montagnes, c'est des endroits où on a les glaciers qui fondent, où on a le pergélisol qui est en train de disparaître avec une mobilisation du terrain. Et puis, d'autant plus que nous n'avons pas connu de sécheresse par le passé, nous sommes vulnérables à ces nouveaux événements. Notre agriculture a toujours appris à se dépêcher de travailler pendant une saison qui était trop courte, à lutter contre le froid, contre les moisissures, les champignons. Mais lorsqu'on a une année de sécheresse, on n'est pas équipé, on n'a pas les bonnes semences parce qu'elles ne sont pas faites pour la sécheresse. Et puis surtout, une grande vulnérabilité de notre climat, c'est que vous pouvez avoir aussi bien une année sèche qu'une année extrêmement pluvieuse, et encore plus pluvieuse que ce qu'on avait auparavant. Les prémices de ça se sont vues en 2021 et 2022. 2021, une année extrêmement humide. Ici, le lac arrivait jusqu'à la route. Oui. Ça débordait de partout. On avait des inondations. Et puis, les cultures, c'était absolument catastrophique parce qu'elles étaient sous l'eau. Et l'année suivante, 2022, vous avez plus de 12 mois de sécheresse catastrophique aussi, où vous avez certaines plantes qui sèchent sur pied, où on ne peut pas approvisionner le bétail. Donc là, l'agriculture aurait dû avoir à la fois moins d'élevage, beaucoup moins de maïs pour nourrir cet élevage, et puis d'autres années, c'est l'inverse. Donc là, les possibilités d'adaptation sont mises à rude épreuve dans une région comme la nôtre. On l'a senti également dans nos bâtiments. On a senti nos bâtiments qui sont équipés pour lutter contre le froid qu'on peut avoir l'hiver
n'étaient pas équipés pour évacuer cette chaleur qu'on avait. Voilà, Les nos étudiants bâtiments avaient chaud. sont pas adaptés à la chaleur, ni les bâtiments pour le travail, ni les logements. Si vous pensez à la catastrophe de 2003, on a eu des dizaines de milliers de morts en Europe, en France, en Italie et ailleurs. Si on regarde la Suisse, la mortalité s'est limitée au nord des Alpes. Le sud des Alpes, le Tessin, a eu un été chaud, mais était déjà bien équipé pour protéger ses bâtiments contre la chaleur. Il a plutôt fait plus chaud au Tessin qu'au nord des Alpes, mais c'est bien au nord des Alpes qu'on a eu la mortalité. Alors, on a eu le nouveau rapport du GIEC qui est paru là, il y a 2 semaines, qui nous disait que les fameux 1,5 degrés dont on parlait dans le cadre des accords de Paris pourraient être atteints non pas en 2100, mais dès les années 2030, si on faisait rien. N'apprenons-nous rien? Alors au rythme où on y va, effectivement, on va atteindre et dépasser ce 1,5 degré. Peut-être on dépassera déjà cette valeur même avant 2030 pour un cas, parce que vous savez qu'il y a une certaine variabilité d'une année à l'autre. Donc on en est aujourd'hui tout proche et surtout nous émettons de plus en plus de gaz à effet de serre. Depuis le protocole de Kyoto en 1990, ce qui était prévu et ce que tous nos scénarios continuent d'essayer de prévoir ou vouloir prévoir, c'est qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre plus ou moins vite. Mais c'est ça, la pente qui est prévue, c'est une réduction. Or, qu'est-ce que nous avons fait en 30 ans? Nous avons augmenté l'ajout de chaque année dans l'atmosphère de 50%. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est en 2023, donc c'est même encore davantage. Aujourd'hui, nous ajoutons chaque année dans l'atmosphère 1,5 fois ce que nous ajoutions en 1990, alors qu'il était prévu d'au contraire diminuer de moitié. Donc par rapport à ce qui a été prévu, on est complètement à côté de la plaque, complètement loin du compte. Alors justement, alors qu'on a un invité qui vient nous voir, si on regarde votre trajectoire personnelle, puisque vous avez commencé dès les années 80, c'est juste, parce quand on parle de toutes ces questions du réchauffement climatique, on peut des fois un peu verser dans le défaitisme, et vous travaillez là-dessus depuis des décennies. Comment peut-on malgré tout essayer de... Quand on voit ça, est-ce que vous n'êtes pas déprimé des fois? On va peut-être voir ça. Et comment gardez-vous espoir pour les jeunes les plus jeunes qui nous écoutent? Au contraire, c'est surtout pas le moment de baisser les bras. Il y a tellement à faire. On doit vraiment se mettre toutes et tous ensemble pour lutter à la fois pour réduire les émissions et aussi pour s'adapter à ce changement qui de toute façon est en cours, quoi qu'on fasse aujourd'hui. On a beaucoup à faire dans notre pays et dans le monde entier. On va vers des bouleversements importants. Donc on doit travailler avec le corps étudiant pour former les gens, avec les gens dans les soins pour aussi qu'elles soient à la page par rapport à tout ce qui va advenir ces prochaines années. Donc on va vers des temps qui risquent d'être compliqués, mais bon, en même temps, il faut aussi voir, si je pense à mes grands-parents, à moi qui vivaient en Suisse, les conditions de vie étaient extrêmement précaires, difficiles. Vous étiez à la merci de la mort d'un mari, d'un père, pour basculer dans la pauvreté vraiment profonde. Et puis il n'y avait pas d'assurance. Enfin, aujourd'hui, nos générations se sont habituées à ce que tout soit bien organisé, bien sécurisé. Mais à part dans le monde occidental des dernières années, c'est quelque chose que l'humanité n'a pas vraiment connu. Donc il s'agit au contraire d'apprendre beaucoup, de se renforcer pour être capable de lutter ces prochaines années. Alors vous disiez justement se mettre tous ensemble pour aller dans une direction et pour lutter. Le domaine des soins n'est pas exempt de reproches. En Suisse, c'est à peu près 8% de l'impact total, y compris des gaz à effet de serre, dû à la santé. Il y a par exemple, on cite les gaz anesthésiques qui sont en train commencent à être remplacés. Est-ce que vous avez un peu travaillé, je crois, entre autres, avec les soins. Est-ce que vous voyez des champs un peu
pour nos jeunes, nos futurs personnels de santé à explorer? Mais je crois que le monde de la santé aujourd'hui est un peu à l'image de notre société en général, c'est-à-dire qu'en Suisse, on a versé beaucoup trop loin dans la technique, avec cette idée que les solutions techniques peuvent remédier à tout. Et on est en train de se rendre compte qu'on a un petit peu oublié les relations humaines dans ce processus-là. Et on se rend compte, si on compare les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine médical de la Suisse par rapport à des pays qui sont tout aussi efficaces comme les pays nordiques, que la Suisse est absolument catastrophique parce que justement, dès qu'il y a quelque chose, plutôt que de travailler sur un plan plus humain, on part immédiatement dans les grandes analyses techniques. Mais c'est pas propre à la médecine, c'est vraiment propre à notre culture actuelle ici dans ce pays. Donc c'est sûr que à la fois on va avoir besoin de plus en plus de soins et puis nos soins sont déjà catastrophiques du point de vue de l'usage de tout et des émissions de gaz à effet de serre en particulier. Donc là il y a vraiment une vraie réflexion à mener. Elle se mène d'ailleurs dans le domaine médical, mais il va falloir l'implémenter. Et là, comme avec les énergies fossiles, on a plein d'intérêts contraires parce que malgré tout, ça peut rapporter gros ces installations chères d'analyse médicale. Les fameux pouvoirs dont vous parliez un peu précédemment. Dernière question, Martine Revetté, je vous ai demandé de venir, comme à tous nos invités, avec un objet. Est-ce que vous pourriez le présenter pour ceux qui ne peuvent pas voir et puis l'expliciter? Vous en avez déjà parlé, c'est le dernier livre que j'ai écrit, La Suisse se réchauffe. Effectivement, c'est un livre que j'avais écrit sous ce titre en 2002, donc il y a 20 ans, et que l'éditeur m'a proposé de réécrire pour les 20 ans. Et il m'a demandé une chose étonnante, c'est qu'il m'a demandé de retravailler sur le manuscrit précédent. Alors bon, je l'ai fait, mais ensuite il s'est rendu compte en fait qu'il ne restait quasiment plus rien du manuscrit que j'avais écrit il y a 20 ans. J'ai tout changé parce que les connaissances ont énormément changé en 20 ans. Par exemple, j'ai ajouté tout un chapitre sur la santé. La question de l'agriculture est devenue fondamentale, en particulier pour la Suisse. L'approvisionnement en nourriture, c'est quelque chose qui va devenir absolument brûlant pour les prochaines années, aussi dans un pays comme le nôtre. On s'était toujours imaginé qu'avec notre franc suisse, on pourrait acheter, on serait prioritaire pour acheter ici et là, mais il y a un moment où s'il n'y a plus assez, les pays, même avec des faibles revenus, vont peut-être pas être d'accord d'avoir des émeutes de la faim pour que les Suisses puissent gaspiller leur nourriture. Donc il y a plein de domaines nouveaux en fait qui concernent le changement climatique. Et puis en plus, je l'ai écrit l'été dernier, l'été 2022, en pleine canicule. J'ai dû aller m'installer au sous-sol certains jours pour pouvoir continuer à travailler tellement la chaleur était grave. Donc c'est pour moi un moment mémorable que ce nouveau livre, La Suisse se réchauffe. Vous avez quand même gardé le titre. Voilà, c'était un choix de l'éditeur. En fait, l'équipe d'édition a discuté. Une des idées, c'était de l'intituler La Suisse s'est réchauffée, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais en même temps, on a aussi dit oui, mais ça continue. Donc finalement, même si le texte est complètement nouveau, on a gardé le titre premier. Merci Martine Revetté. C'était Santé Environnement, le podcast qui lit pour vous le monde de la santé et de l'environnement.